Bonjour à tous, merci d'être venus très nombreux. Donc je vais faire ce soir une intervention sur l'action syndicale qui est inspirée de mes travaux de recherche, de ma thèse. Et je vais m'appuyer aussi sur un article que j'ai publié dans la revue en ligne de Conversation qui a pour titre donc l'action syndicale confrontée aux effets tourbillonnants du droit. Et que donc vous pouvez retrouver sur ce site. C'est un site gratuit, donc si vous voulez prolonger un petit peu le sujet par une lecture documentée, allez-y, c'est fait pour ça. Alors, je vais parler pendant un petit quart d'heure et puis après, comme ça, vous aurez la possibilité de poser des questions. Je vais commencer moi-même par une première question pour essayer de vous coller. Est-ce que vous connaissez l'article numéro 1 du Code du travail? Est-ce que c'est un article qui vous parle? Non? Cet article est très symbolique donc par sa numérotation et il impose donc au gouvernement de consulter les organisations professionnelles, syndicales et employeurs avant toute velléité de modification du Code du travail. En effet, depuis donc le début de ce siècle, le droit a pour objectif de renforcer le principe constitutionnel de participation et de consacrer une véritable démocratie sociale. Dans ce but, le droit assigne des finalités apparemment contradictoires à l'action syndicale. En effet, le syndicalisme français est toujours structuré sur la base de grandes, nombreuses et diverses confédérations de tendances capables de coordonner l'action de fédérations professionnelles. À ce titre, il peut désormais prétendre participer à la formation de la loi. Néanmoins, le syndicalisme français repose également sur une très grande diversité de sections syndicales d'entreprises. Plusieurs évolutions juridiques récentes l'entraînent donc vers un corporatisme d'entreprise, on va voir ce que ça veut dire, l'exposant à une relative perte de sa capacité de coordination. En effet, l'affaiblissement de la branche professionnelle au profit du renforcement de l'entreprise n'a pas fait que modifier le centre de gravité des relations professionnelles, mais a également bouleversé la finalité générale du droit du travail. Je vous propose donc de revenir sur plusieurs transformations juridiques afin de mieux identifier le cap désormais fixé aux organisations syndicales représentatives. Donc commençons par rappeler ce que le titre juridique de représentativité recouvre. Ce titre habilite les organisations les plus aptes à représenter une collectivité de salariés. Il était jusqu'en 2008 octroyé par l'État aux organisations syndicales. L'octroi de ce label conférait à ces organisations leur autorité. Or, le souci d'une meilleure concordance entre représentants et représentés est à l'origine d'une révision justement de ce titre. Il est tout aussi intéressant pour nous d'examiner le contenu de ce nouveau titre que les modalités de formation de cette révision. Examinons donc que l'action syndicale a joué un rôle important dans le processus de desserrement de l'emprise de l'État sur les relations professionnelles en faisant du vote des salariés l'élément déterminant de cette définition. Sur la forme, ce titre n'est plus le pur produit de la loi car les protagonistes sociaux ont contribué à sa révision juridique par le biais de négociations dont le résultat a été intégré au Code du travail. Il s'agit donc d'une réforme négociée entre l'État et les principaux intéressés. Sur le fond, ce label n'est désormais plus présumé, mais il est prouvé. Il n'est plus octroyé par le gouvernement, mais conquis par les organisations syndicales. Cette habilitation se fonde sur 7 critères cumulatifs associant authenticité et influence, s'examinant périodiquement au sein du ressort d'exercice de ses prérogatives. Par conséquent, ce titre ne s'octroie plus de manière descendante, mais se conquiert de manière ascendante. Il est principalement calculé sur la base des résultats électoraux cumulés au sein des divers ressorts de la représentation et notamment au sein de l'entreprise. Si cette révision ne peut pas se résumer à l'échange d'une légitimité historique reposant sur l'action collective contre une autorité purement électorale,
constatons tout de même que l'autorité des organisations syndicales représentatives découle donc principalement de leur action et surtout de leur influence au sein des entreprises. Par conséquent, quelle était la finalité de cette opération, laissant les acteurs syndicaux définir de nouvelles règles leur permettant de déterminer périodiquement leurs propres représentants? Pour répondre à cette question, rappelons qu'à son origine, le titre de représentativité dont nous venons de parler avait pour finalité l'exercice de la liberté syndicale. Or, le droit, désormais, arrime solidement ce titre à la négociation collective. Cette évolution pose de manière différente la question de la légitimité des titulaires de ce titre juridique. En effet, les organisations syndicales représentatives sont désormais devenues, avant toute autre considération, des agents de la négociation collective. Il est donc nécessaire qu'elles bénéficient d'une autorité renforcée, reposant donc sur une meilleure concordance des représentants et des représentés. Par conséquent, cette réforme du titre de représentativité semble avoir été effectuée afin de renforcer la démocratie sociale, consacrer la notion de loi négociée et permettre aux organisations professionnelles de participer à la formation de la loi les concernant. Toutefois, malgré son apparat, l'article 1 du Code du travail dont je vous parlais se révèle en définitivement peu audacieux. Il semble valoriser la négociation collective interprofessionnelle, mais ne lui donne pas réellement la place qui lui est due. En l'occurrence, le droit a fait le choix de prolonger une tradition de concertation, on reviendra sur ce terme, sans véritable contrainte pour les pouvoirs publics. À titre d'exemple de mon propos, la formation de 5 ordonnances datées du 22 septembre 2017, dite ordonnance Macron. Alors les étudiants qui sont ici, qui me suivent, ils savent que j'aime pas qu'on mette un nom de famille après un texte, mais bon, pour que tout le monde comprenne, et je crois que tout le monde a identifié les textes en question, on va les appeler les ordonnances Macron. Ces ordonnances ont bouleversé le droit du travail. Elles sont pourtant entrées en vigueur après une simple consultation des organisations syndicales. Cet exemple démontre la plasticité et le faible caractère contraignant de la procédure juridique prévue par l'article 1 du Code du travail, censé mieux associer les parties prenantes. À cette occasion, on découvre que consulter, c'est-à-dire demander un avis, n'est pas synonyme de concerter, c'est-à-dire échanger dans le but de s'entendre sur un projet, et encore moins de négocier, c'est-à-dire déterminer un accord entre deux parties antagonistes. Or, l'article 1 du Code du travail prévoit une concertation obligatoire et non pas une négociation. Par conséquent, les acteurs syndicaux ont-ils consenti à un bouleversement des règles du droit du travail afin d'obtenir un faux semblant de victoire? Il s'avère que la finalité de la révision du label de représentativité n'était pas uniquement de renforcer leur participation à la détermination de la loi. Il s'agissait également de renforcer les possibilités de négocier les modalités de gestion de l'entreprise. En effet, comme nous venons de l'indiquer, ce type de représentativité est désormais contingent des scrutins professionnels d'entreprise. En outre, il se trouve également asservi au large mouvement de décentralisation des relations professionnelles passant par un renforcement de la négociation collective d'entreprise. Au sein du ressort de l'entreprise, de larges champs ont été ouverts à la liberté contractuelle. Le droit du travail repose désormais énormément sur la négociation collective d'entreprise. Par conséquent, constatons les bouleversements que cela induit. Historiquement, la négociation au sein des branches avait pour finalité l'harmonisation des conditions de travail d'une profession. Or, la négociation collective d'entreprise ne peut par essence déboucher que sur une certaine diversité, voire une véritable concurrence. Les organisations syndicales représentatives poursuivent toujours la défense de l'intérêt des salariés, mais désormais elles participent à la définition de certaines règles concernant le fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, elles doivent également se préoccuper de l'intérêt de l'entreprise. Posons malgré tout une réserve à cette affirmation. Il ne s'agit pas d'une évolution cheminant
vers un phénomène de codétermination, voire d'autogestion. En effet, il ne s'agit pas de participer à la détermination des décisions stratégiques de l'entreprise, mais uniquement d'accommoder par la négociation des décisions prises par l'employeur. Au-delà de cette dernière réserve, l'action syndicale se trouve tout de même entraînée vers une perte de sa fonction de coordination, voire confrontée à des formes de concurrence impliquant mécaniquement une autonomisation des différentes sections d'entreprise qui la composent. Par conséquent, l'action syndicale agit-elle pour l'intérêt général, comme le ferait une loi, pour celui d'une profession à l'égal d'une convention collective, ou pour l'intérêt de l'entreprise par le biais des accords d'entreprise. Tout bien considéré, ces différentes directions finissent tout de même à un lointain horizon par se rejoindre. Expliquons-nous. Les organisations syndicales représentatives d'entreprises sont dorénavant devenues des opérateurs chargés du déploiement des politiques publiques décidées par l'État. En effet, par une large série d'obligations légales de négocier au sein de l'entreprise, que ce soit sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, l'épargne salariale, l'égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations, l'insertion des travailleurs handicapés, les pouvoirs publics déterminent par injonction l'action syndicale. Celle-ci se voit fixée pour mission de prolonger ou d'ajuster des objectifs donc fixés par le gouvernement. Au bout du compte, le droit positif oriente l'action syndicale sans véritablement la contraindre. Dans le respect des objectifs fixés par la loi, ils ont une liberté d'action leur permettant d'ajuster leurs modalités d'exécution. La stimulation par la loi de la négociation collective d'entreprise participe alors d'une logique dite d'action publique négociée. En conclusion, nous constatons donc que des forces centrifuges poussent l'action syndicale vers une décentralisation, alors que d'autres forces centripètes continuent de souffler vers une centralisation. Au centre de ces vents tourbillonnants, le droit s'est fixé comme objectif la valorisation de l'autorité des acteurs syndicaux pour l'accomplissement d'une véritable démocratie sociale. Or, la finalité des organisations syndicales n'est pas uniquement de participer à la détermination de la loi, mais également de participer à l'accommodement des modalités de gestion de l'entreprise. Sur cette mer agitée, l'autorité publique devient alors un commanditaire de la négociation collective, s'appuyant sur ce procédé désormais institué comme une modalité d'action publique. Il en résulte que l'avenir de l'action syndicale passe par le respect d'un équilibre entre ces différents pôles. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions? Une question. Allez. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question de la coopération entre régulateurs et société civile. Pas en droit du travail, mais je pense que là-dessus, ça peut être assez intéressant. L'article L1 du Code du travail a l'air rédigé dans des termes très larges, laissant en place une interprétation quand même assez importante. Est-ce qu'il y a eu des mouvements d'interprétation différents au fil des années, laissant plus de place potentiellement à la coopération et à l'inclusion de ces activités, de ces syndicats par exemple, ou au contraire on voit une certaine continuité dans la place de la négociation, enfin pas la négociation justement, la coopération, la consultation, voilà, je voudrais bien Alors, en savoir plus. Merci pour la question. Ça va me permettre de... je trouve que c'est intéressant de remettre un peu dans son contexte historique la création de cet article 1, parce qu'en fait, il est assez neuf. Il date de 2006-2007. La loi date de 2007. C'est la loi dite Larcher, deuxième exception à mon principe de ne pas donner de nom aux lois. Et le contexte social, il est intéressant à plusieurs égards. Pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu en 2006 deux principales réformes
le contrat nouvelle embauche et le contrat première embauche. Et donc, c'était deux façons qu'avait trouvé le gouvernement pour relancer l'emploi, avec notamment, concernant le contrat nouvelle embauche, une période d'essai qui était extrêmement longue et qui permettait de rompre le contrat sans motif par le biais de l'employeur. Le CPE, contrat première embauche, c'était un contrat qui était réservé aux jeunes et donc qui a été à l'origine d'un mouvement social assez fort. Le CNE, de son côté, ce sont les tribunaux qui ont réglé son sort puisque les juges ont décidé qu'il n'était pas conforme aux conventions OIT en la matière, donc il a été écarté. Et le CNE, c'est un mouvement social qui a contraint, alors ceux qui sont les plus anciens ici s'en souviendront, c'était un président de très grande taille, je donne son nom, c'était le président Chirac. Il était venu à la télévision pour nous dire qu'il promulguait la loi, mais qu'immédiatement il l'a retirée pour que tout le monde se calme. Donc c'était une sorte de tour de magie déjà à l'époque. Et pour sortir un petit peu par le haut de cette situation qui était un petit peu navrante, justement, les parlementaires, à l'initiative du gouvernement, se sont rassemblés ensemble pour dire, pour la prochaine fois, comment pourrait-on s'y prendre pour un peu mieux associer les organisations syndicales et les organisations d'employeurs. Et donc, on a rédigé cette loi qui est devenue l'article 1 du Code du travail, qu'on a donc mis en première place du Code du travail. Il n'y a pas vraiment de logique dans la structuration du Code du travail pour mettre cette loi à cet endroit-là. Donc, c'était bien la valeur symbolique qu'on voulait souligner. Et pour ceux qui l'ont découvert à l'époque, on était nombreux à avoir compris qu'on instaurait un système de négociation préalable à la formation de la loi. C'est-à-dire qu'on pensait naïvement, en lisant le texte littéralement, que chaque gouvernement, s'il voulait changer le Code du travail, une loi, un règlement du Code du travail, il devait y associer préalablement les organisations syndicales et les organisations d'employeurs. Si elles trouvaient un accord, cet accord, on pensait, nombreux professeurs, observateurs pensaient que cet accord devait être repris par la loi, le contenu devait être repris par la loi. Et au fil du temps, alors pour répondre à votre question, au fil du temps, on s'est aperçu, les juristes, qu'il y avait toute une série d'exceptions, d'interprétations du texte qui faisait que, en fait, le Conseil constitutionnel, justement saisi à ce sujet, nous a informé qu'il ne s'agissait pas d'une négociation obligatoire. À minima, il s'agissait d'une consultation ou d'une concertation. Alors après, dans la pratique, consultation et concertation, c'est un petit peu difficile de faire la détermination entre l'un et l'autre, mais en tout cas, il s'agissait très concrètement, à l'occasion des ordonnances de 2017, on a donc très bien compris que ce n'était pas une négociation préalable, mais plutôt une concertation avant réforme du droit. Qui plus est, le texte dit aussi, en cas d'urgence, on peut complètement contourner, passer à l'étape suivante et ne pas consulter les organisations professionnelles. En cas d'urgence, c'est aussi un terme qui prête à beaucoup d'interprétations. Donc voilà, moi, après c'est mon commentaire personnel, je pense qu'il y a eu, pour sortir par le haut, une volonté de trouver cette procédure institutionnelle, cette institutionnalisation du principe de participation et d'association des organisations professionnelles, mais qu'au fil du temps, le naturel reprend le dessus. Voilà. Alors je finis, parce que je fais des réponses trop longues. La première loi qui a suivi la loi de 2007, c'est justement une des lois dont je parle dans la petite présentation, c'est la loi de 2008. Et alors la loi de 2008, c'est la loi qui réforme donc la représentativité, si vous avez bien compris. Et donc là, pour le coup, ça s'est bien passé, au sens où il y a eu une véritable concertation. Les organisations syndicales, les organisations d'employeurs se sont retrouvées autour de la table pour négocier au sujet
de la représentativité. On a même abouti à un accord. Alors, pas un accord au sens juridique du terme, mais les deux grandes organisations syndicales de l'époque, les deux grandes confédérations qui sont toujours les plus importantes, c'est-à-dire la CGT et la CFDT, et les organisations patronales se sont mises d'accord. Mais au dernier moment, on a rajouté quelques articles de plus à cette loi sur lesquels elles n'avaient pas du tout été concertées. Et donc, à l'été 2008, on pensait que ça allait être un feu d'artifice, la consécration politique comme ça de la concertation et de la négociation. Ben non, les organisations syndicales, elles faisaient la tête parce qu'on avait rajouté un chapitre supplémentaire à la loi sur lequel elles n'avaient pas du tout été invitées à négocier et à concerter. Donc elles étaient un petit peu douchées par la procédure, la démarche. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon d'être long dans mes réponses. Oui, allez-y. Merci. Est-ce que finalement, par tous ces changements, les différents textes qui se sont succédés, et par les termes que tu évoques, où c'est pas très clair si c'est de la négociation, est-ce que tu as le sentiment que la liberté des syndicats, elle est de moins en moins importante, et que finalement, qui s'expriment ou qui ne s'expriment pas, on ne les entend pas, et quel est ton avis sur leur rôle dans l'avenir sur l'évolution des textes légaux? Alors, ça renvoie au cœur de mon exposé, c'est-à-dire à quel niveau nous situons-nous. Voilà. Si on se situe au niveau de la formation de la loi, je trouve, ça c'est mon appréciation personnelle, qu'effectivement c'est une fausse victoire, parce qu'il y a tout l'apparat d'une consécration, mais dans la réalité, depuis presque une quinzaine, vingtaine d'années, on n'a pas atteint cet objectif. Alors après, il faut nuancer ce que je viens de dire, parce que on est souvent très sévère au sujet de la négociation interprofessionnelle, mais en fait, tous les ans, il y a 4-5 grands accords qu'on appelle ANI, accords nationaux interprofessionnels, et qui bouleversent quand même, enfin qui sont à l'origine de grands changements de la loi. Par exemple, la rupture conventionnelle, citons cet exemple, c'est une négociation interprofessionnelle qui l'a mis à jour. Là, aujourd'hui, l'actualité, c'est la négociation sur les retraites. C'est le mauvais exemple. Voilà. Donc, il y a des exemples positifs et il y a des exemples négatifs. Après, il ne faut pas non plus tout juger à l'aune du résultat. Ce n'est pas parce qu'on signe beaucoup d'accords que la négociation fonctionne bien. Ça, c'est mon appréciation pour le niveau interprofessionnel. Je vais aller tout de suite, vite fait, à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, j'avais pris des chiffres au cas où vous essayiez de me coller sur les statistiques. Donc en 2017, on avait à peu près 50 000 accords d'entreprise qui avaient été signés l'année de la mise en place des ordonnances. Et en 2022-2023, on est à plus de 80 000. Donc il y a eu statistiquement, il y a eu plus d'accords qui ont été signés. Donc ça, c'est plutôt positif. Au sein de l'entreprise, effectivement, l'accord d'entreprise est devenu le socle du droit. Beaucoup de dispositions sont désormais prévues par la négociation. Mais comme je dis aussi dans ma présentation à l'instant, on n'est pas dans la cogestion de l'entreprise. La négociation, c'est principalement, pas toujours, mais c'est souvent l'employeur qui va proposer un projet, un sujet, et les organisations syndicales qui vont en disposer. Elles peuvent dire non, on n'en parle pas, on ne veut pas en parler, ou ok, on va en parler, et dans ce cas-là, elles vont accommoder, au sens où elles vont arranger, un peu tirer un petit peu ce qu'elles peuvent tirer, mais elles ne sont pas à l'initiative de la décision stratégique qui est prise par l'employeur dans un autre cercle. Voilà. Allez-y. Bon, je te remercie pour ton intervention qui était très intéressante.
intéressant. Merci. Moi, j'ai une question qui est plutôt une ouverture, hein, ça s'appelle pas une réponse. J'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu penses que cette réforme de la représentativité, donc qui a opéré un basculement d'une articulation descendante, on partait du haut et puis c'est irradié tout, à une articulation ascendante, où c'est ce qui se passe en bas qui va remonter et éventuellement faire changer le droit. Est-ce que pour ta part, tu considères que c'est une évolution positive? Est-ce que si tu devais le modifier, comment tu ferais? Alors, positive, il y a à plein d'aspects, je trouve qu'il y a des choses qui sont positives. Bien entendu, quand on quitte quelque chose, quelqu'un, on laisse derrière soi des choses aussi positives. Pendant presque un siècle, on va dire, en tout cas sur la deuxième partie du XXe siècle, le titre de représentativité tel qu'il était conçu, c'est-à-dire un titre forgé quand même sur des critères légaux, octroyé par l'État à 5 confédérations de son choix, mais sur des critères légaux, ça a permis quand même d'implanter le syndicalisme dans beaucoup d'entreprises. Voilà. Et ça a eu quand même, au bout du compte, un certain effet, puisque on a dans notre pays aujourd'hui plus de 80-90% des salariés qui, dans leur entreprise, bénéficient soit d'un accord d'entreprise, soit d'une convention collective. Donc et paradoxalement, on est dans un pays où le syndicalisme est assez bas en termes d'effectifs. On est à moins de 10% des salariés syndiqués. Donc c'est le paradoxe français. Grâce à des instruments juridiques comme la représentativité, comme l'extension des accords de branche, on a un monde du travail qui bénéficie de la négociation collective sans pour autant avoir un mouvement syndical fort. Donc, dans ce sens-là, le titre de représentativité à l'ancienne, il avait ce mérite-là d'essaimer des organisations syndicales dans des entreprises où parfois elles étaient faibles, où elles étaient minoritaires. Le nouveau dispositif qui repose donc sur 7 critères, mais un critère domine tous les autres, c'est celui de l'audience électorale. Il confère quand même à l'organisation qui a obtenu ce titre une autorité et une légitimité bien plus forte que par le passé vis-à-vis de l'employeur. Après, ça c'est la critique de ce que je viens de dire, c'est que le droit a mis le seuil requis relativement bas, puisque le seuil d'audience c'est de 10%. Il faut avoir obtenu 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections du CSE pour valider le critère de l'audience. Donc on voit bien que la marche n'est pas très haute et du coup le droit favorise le pluralisme syndical au sein de l'entreprise. Et il me semble que dans d'autres pays, par exemple dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Angleterre, on a d'autres systèmes où au contraire, avec d'autres difficultés, le syndicat qui est majoritaire devient le seul syndicat dans l'entreprise. Et là, il devient incontournable pour l'employeur et donc il y a un rapport de force qui s'équilibre. L'inconvénient de ce système, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, dans les entreprises anglo-saxonnes où il y a une implantation syndicale, il y a un monopole syndical du syndicat qui est majoritaire. Il est le seul dans l'entreprise. Mais dans toutes les autres entreprises où il n'a pas parvenu à s'implanter, eh ben, il n'y a pas de système de compensatoire et donc il n'y a pas d'organisation syndicale. Donc moi, si j'étais ministre du Travail, rêvons ou cauchemardons, effectivement, peut-être que je ne bouleverserai pas tout, mais j'augmenterai le seuil de quelques dizaines de points. Alors après bien entendu, avoir négocié ça avec les représentants des organisations syndicales, les parties prenantes, bien entendu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Ah, par ici, pardon. C'est la fin. Alors, une question et je répondrai en 2 minutes. Est-ce que c'est possible ou on s'arrête là? Allez-y, monsieur. J'ai une question, mais qui sort peut-être un petit peu du cadre initial. Il y a longtemps, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait certaines organisations syndicales qui étaient beaucoup plus dans un rapport de force avec le patronat, avec les États, et beaucoup moins dans cette position de négociation. Cette position de négociation, elle est arrivée, elle a pris l'ampleur petit à petit, je pense, après la Seconde Guerre mondiale. Et comme on l'a dit aujourd'hui, le résultat aujourd'hui en 2025 est un petit peu mitigé. Est-ce que vous pensez que, notamment avec le fait qu'il y a de plus en plus de défiance envers les dirigeants et les institutions quelles qu'elles soient, est-ce que vous pensez qu'on va peut-être revenir plus vers des organisations syndicales qui vont dans ce rapport de force-là, au moins dans la négociation, ou pas du tout? Ou le contraire? Au contraire. Alors, le syndicalisme de confrontation, il existe toujours, hein, il est toujours présent et représenté, il n'y a pas de souci. Moi, alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour répondre, comme beaucoup, je sens dans la société une volonté de participation. C'est justement le titre de l'alinéa 8 de la Déclaration des droits de l'homme qui fonde tous mes propos, c'est-à-dire on a le souhait citoyen individu de participer à l'action politique, mais on a aussi le souhait de participer à la gestion un petit peu de l'entreprise et on peut le faire par le biais des organisations syndicales. Ces organisations syndicales, si elles sont dans une posture de confrontation, ça va un petit peu bloquer le système. Peut-être que effectivement le développement, et c'est la volonté des gouvernements, de renforcer cette participation, d'associer un peu les individus à la gestion de leur entreprise, ça peut faire un peu aussi baisser la tension ou en tout cas répondre à des velléités, des demandes qui parcourent la société. Voilà. Merci pour cette dernière question qui conclut bien. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.